Le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo et 82 personnalités proches de l'ancien régime pour atteinte à la sûreté de l'État a débuté hier au palais de justice d'Abidjan. L'audience suspendue à la mi-journée reprendra le lundi 29 décembre prochain. L'ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire, Boumediene Guennad, quitte la Côte d'Ivoire. Le diplomate algérien est allé faire ses adieux au Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Le prix de la recherche édition 2014 a été décerné cette année à des enseignants-chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce prix est à sa 11e édition. 23 personnes non admises au concours d'entrée à l'ENA cycle moyen supérieur auraient retrouvé leur nom sur la liste des admis. Une erreur selon la direction de l'ENA. Et pour éclairer les uns et les autres, la directrice générale de l'école a tenu une conférence de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. L'ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire, Boumediene Guennad, quitte la Côte d'Ivoire. Le diplomate algérien est allé faire ses adieux au Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Il a félicité le gouvernement ivoirien qui a véritablement relancé le processus de développement du pays. Alexis Ouedraogo. Fin d'exercice pour l'ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire. Ce vendredi, il était à la primature pour dire au revoir au Premier ministre. L'ambassadeur, qui a passé 5 années dans le pays, retient de celle-ci de grandes avancées pour la construction de la paix. Nous avons parlé de relations bilatérales qui sont excellentes et qui vont être renforcées à l'avenir. Nous avons parlé aussi de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis venu en janvier 2010 et ça me fait 5 ans, donc je l'ai félicité pour toutes les réalisations importantes qui ont été faites durant cette période. J'ai félicité M. le Premier ministre pour toutes les réalisations accomplies et dont je suis témoin. Il a pour finir souhaité bon vent à la Côte d'Ivoire. Autre titre de cette édition, le prix de la recherche édition 2014 a été décerné cette année à des enseignants-chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce prix est à sa 11e édition. Il vise à encourager les enseignants dans différents domaines d'activité. Grâce Kando. Le prix de la recherche édition 2014 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique est attribué à l'équipe de l'université Félix Houphouët-Boigny. L'équipe, composée de 4 enseignants-chercheurs et un producteur, a obtenu la note de 170 sur 200. C'est le fruit d'un travail abattu pendant 10 ans. L'événement du prix de la recherche permet donc aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs et aux inventeurs d'être reconnus dans ce qu'ils font au quotidien. Et donc reconnaître leurs mérites et les encourager à apporter des solutions à tous les problèmes. Nous avons beaucoup d'espoir. Notre objectif, c'est de contribuer au développement de ce pays en mettant en place au niveau national, au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny, des unités de production qui vont permettre d'employer des jeunes. La recherche a porté sur la valorisation des sous-produits biologiques pour une agriculture durable. Un thème important selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le prix de cette année a été donné à une équipe de 5 chercheurs qui ont trouvé un fongicide biologique, c'est-à-dire à base de plantes. Ce produit qu'ils ont trouvé, qui est un médicament pour soigner la maladie des bananiers, surtout la banane plantain. En plus du prix de la recherche 2014, des prix d'encouragement ont été attribués. Des chercheurs promus du CAMES ont été célébrés au cours de cette journée d'excellence. Nous vous le disions dans nos titres, 23 personnes non admises au concours d'entrée à l'ENA, l'École nationale d'administration au niveau du cycle moyen supérieur, auraient retrouvé leur nom sur la liste des admis. Une erreur selon la direction de l'ENA. Pour éclairer les uns et les autres, la directrice générale de l'école est montée au créneau. Elle a tenu une conférence de presse. La suite avec Herman Niamier.
Il n'y a pas eu de fraude sur le concours d'entrée à l'ENA, l'École nationale d'administration. Les 23 candidats absents qui se sont retrouvés sur la liste des candidats admissibles pour le cycle moyen supérieur n'est qu'une erreur informatique. Ces précisions ont été données par la directrice générale de l'ENA qui était face à la presse. Les coupons avec les copies des absents n'ont pas été scannés. Le jury a considéré que ces absents, et n'étant même pas là, que d'emblée ces personnes ont 0. Donc ça ne valait pas la peine de scanner leurs copies et leurs coupons. Et donc, comment est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver? C'est qu'en plus des copies, il y a une note qu'on appelle la note d'aptitude professionnelle. Cette note est attribuée à chaque candidat par son supérieur hiérarchique et est envoyée à l'ENA parce que c'est une pièce du dossier. Et donc, cette note est saisie manuellement pour la transporter dans le programme. Donc, cette note ne passe pas le circuit des feuilles scannées. Et donc, le programme n'a pas considéré le scannage parce qu'il ne connaît pas ces personnes, mais a retenu seulement la note d'aptitude des candidats absents. Et la machine a considéré que c'était leur moyenne, et donc ces personnes sont venues avec 14, 13, 12, 11 de moyenne. Pour ce concours d'entrée à l'ENA pour le cycle moyen supérieur, ce sont 58 candidats qui ont été déclarés admissibles sur les 462. Deuxième édition de la quinzaine internationale de la science et de la technologie organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle a eu lieu à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Les élèves et étudiants de cette région ont eu des informations sur l'avenir de la Terre. Comment amener les élèves et étudiants de Korogo à s'intéresser à la culture de la science et de la technologie? Cette question a fait l'objet d'une formation des jeunes de la région du Poro, au centre Ouémiégnon. Pendant 3 jours, ces journées de formation ont été marquées par des projections de films documentaires et des visites de stands sur la biodiversité. Portant sur le thème l'avenir de la Terre, c'est une occasion pour les organisateurs de la quinzaine internationale de la science et de la technologie, QUIST, d'attirer l'attention des jeunes sur les dangers qui menacent la planète Terre et sur les dispositions à prendre pour la préserver. Marquant ainsi l'importance de la science et de la technologie dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. La quinzaine a pris fin avec la projection d'un film retraçant le bilan des activités menées au cours de l'année 2014, avant l'étape de Korogo. Les travaux de l'édition 2014 ont eu lieu à Abidjan et à Daloa. La QUIST est un événement annuel organisé sur l'étendue du territoire national visant à promouvoir la science. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo et 82 personnalités proches de l'ancien régime pour atteinte à la sûreté de l'État a débuté hier. C'était au palais de justice d'Abidjan. L'audience suspendue à la mi-journée reprendra le lundi 29 décembre prochain, nous dit Léon Broukwame. Palais de justice Abidjan Plateau, 10h50 vendredi 26 décembre. La salle des audiences de la cour d'assises s'ouvre, prennent place dans le box des accusés Pascal Afinguessan et 81 de ses camarades poursuivis pour leur implication dans la crise post-électorale. Ils sont rejoints 1 heure plus tard par Simone Gbagbo, l'ex-première dame, également accusée de divers faits avec en premier chef l'atteinte à la sûreté de l'État. Les 3 magistrats professionnels installés, la Cour procède à l'appel des 6 jurés pour la formation du jury. Les absents sont remplacés par d'autres personnes tirées de nouveau au sort à partir d'une liste établie et publiée au journal officiel par arrêté du ministre de la Justice. C'est à ce stade que la défense soulève une exception décriant l'irrégularité de la méthode. L'argument de maître Dadier Rodrigue ne prospérera pas. Il lui est opposé un long lieu par l'avocat général. Yabo Odi démontre la régularité de la méthode, expliquant que les absents ont justifié par correspondance les raisons de leur désistement. Une fois que ces 6 jurés ont prêté serment, la Cour peut procéder à l'ouverture du procès. L'avocat général en fait remarquer la particularité eu égard à la qualité des accusés, mais relève l'aptitude de la justice ivoirienne à conduire ce procès avec équité. Pour Yabo Odi, la réconciliation nationale dépend de ce procès.
C'est pourquoi il rassure à la fois sur le respect des droits des victimes et ceux de la défense, comme le souhaite l'ordre des avocats par la voix de Begré Adou, son secrétaire général. Cette première session de la Cour d'assises pour l'année 2014-2015 aussitôt ouverte, le président de la dite session, Dambélé Tayourou, en prononce la suspension. Il informe toutefois que l'audience reprendra ce lundi 29 décembre. Les populations des régions du Tonkwi, du Cavaliche et du Guémon ont été sensibilisées sur les violences faites aux enfants ainsi que les risques et les effets néfastes du mariage précoce. L'initiative est du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR et c'est la ville de Diokwe qui a abrité la cérémonie, nous dit Thérèse Tapeyoboué. Grossesse précoce, violence physique et sexuelle, VIH-Sida, mort, des conséquences pouvant subvenir en cas de mariage précoce. Le mariage précoce, une violence faite aux enfants. Si tu n'as pas l'âge de te marier, quand on te marie forcé, tu peux pas aller à l'école aussi. Et ta vie est gâtée. Pour lutter contre ces pratiques néfastes, le Haut Commissariat pour les réfugiés a sillonné les régions du Tonkwi, du Cavaliche et du Guémon pour dire non à toute forme de violence faite aux enfants. Après 16 jours d'action de sensibilisation, la place publique de la ville de Diokwe a accueilli la cérémonie de clôture. Nous avons voulu, de concert avec les communautés au sein desquelles les enfants habitent, donner des messages sur toutes les formes de violence. Il s'agit de quoi? De la traite des enfants, il s'agit de la mutilation génitale, il s'agit également des conflits, des enfants enrôlés dans les conflits armés, tout ce qui touche, disons, qui est comme mot des enfants. Animation publique, sketch, poèmes, communication ont mis fin à ces journées. Initialement prévu pour se tenir ce mois de décembre, le Salon international des sciences pharmaceutiques a été reporté en 2015. Les organisateurs évoquent comme raison la maladie à virus Ebola. Plus de détails avec Éric Goré. L'objectif de ce salon est d'apporter sa contribution à la prise en charge de la santé des populations par la valorisation des sciences pharmaceutiques. Et elle s'inscrit dans l'ambition du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. En tant que pharmaciens, les organisateurs refusent que cet événement, en cette fin d'année, ouvre la porte à la maladie à virus Ebola. Car plus de 1000 participants issus de différents pays sont attendus, d'où le report du salon en février prochain. Le temps pour eux de prendre toutes les dispositions sécuritaires. Prévu pour les 17, 18 et 19 décembre 2014, connaît un léger réaménagement pour les raisons suivantes. La psychose créée par la maladie à virus Ebola. Le souhait des entreprises et laboratoires de voir l'événement se dérouler en début d'année. Le comité d'organisation, en accord avec le ministère du tutelle et les partenaires, décide que le 6 mars se tienne les 18, 19 et 20 février 2015. Le 6 phare, Salon international des sciences pharmaceutiques, entend mobiliser plusieurs entreprises pharmaceutiques à travers le monde entier, organiser des tables rondes et des conférences sur plusieurs thèmes pour la réussite de l'événement dans notre pays. Le réseau africain pour la communication environnementale, section Côte d'Ivoire, vient de former les journalistes ivoiriens sur la notion de changement climatique. Ce réseau veut bien sûr qu'ils aient les notions justes et vraies pour mieux informer les populations. Guillaume Azéré et Maniamia. Ce sont au total 32 agents techniques de la direction départementale des eaux et forêts de Touba qui ont été instruits sur la perquisition, la conduite d'une enquête, la garde à vue et le transfèrement devant le parquet, la rédaction des procès-verbaux et leur acheminement au parquet. Instructeur, Joël Yano, substitut résident du procureur de la République près le tribunal de première instance de Touba. Autant de dispositions contenues dans la qualité d'officier de police judiciaire que confère désormais le nouveau code forestier aux agents techniques des eaux et forêts. À l'issue de la formation, le directeur départemental des eaux et forêts de Touba a indiqué toute la satisfaction des agents techniques des eaux et forêts. Avec cette formation, je pense et je crois que nous avons renforcé nos capacités opérationnelles pour mieux exercer et appliquer sur le terrain les règles
ou les nouvelles dispositions que nous confère le Code forestier. La cérémonie de renforcement des capacités des agents techniques des eaux et forêts s'est tenue dans les locaux de la préfecture de Touba. Elle a été présidée par Pierre Vianney Diaoré, secrétaire général de préfecture de Touba. Allez, là, il s'agit plutôt des agents techniques des eaux et forêts de Touba qui ont bénéficié d'une formation en matière de procédure judiciaire. C'était un commentaire de Thérèse Tapé-Yobouéché. Nous vous le disions, le réseau africain pour la communication environnementale section Côte d'Ivoire vient de former les journalistes ivoiriens sur la notion de changement climatique. Changement climatique en Côte d'Ivoire, de l'observation à la modélisation. Thème du séminaire de formation auquel ont pris part la vingtaine de journalistes ivoiriens. Il était question pour les RACI, le réseau africain pour la communication environnementale section Côte d'Ivoire, initiateur de ce séminaire, de les outiller afin que les thèmes sur le changement climatique soient mieux expliqués aux populations. Biodiversité, gaz à effet de serre, changements dus aux activités humaines, le professeur Aboudraman Konaré, conférencier du jour, a passé tout en revue. Il est important qu'on s'asseye un moment et qu'on se dise où allons-nous avec notre planète. C'est pour ça qu'il y a un programme international au niveau mondial sur 10 années qui va donc réfléchir sur toutes les questions qui touchent donc la planète. Et bien entendu, les questions donc de biodiversité et changement climatique seront donc abordées dans le cadre de ce programme qu'on appelle Future Earth en anglais, mais c'est l'avenir de la Terre. Et donc vous comprenez bien que nous sommes en plein pied dans l'avenir de la Terre. Conscients de leur devoir qui est de passer aux populations la vraie information, les participants se sont dit satisfaits d'une telle initiative. Il faut dire que la question du changement climatique est aujourd'hui importante. On voit la variabilité du climat, les saisons ou bien les périodes sont perturbées aujourd'hui. Donc c'est important que les journalistes soient outillés sur ces questions afin de mieux sensibiliser les populations sur les questions de changement climatique et de biodiversité. Il faut informer la population sur ces phénomènes-là afin que d'autres situations n'arrivent pas. Par exemple, ce que la population ne doit pas faire. Le RACI, qui entend mettre en place un pool de journalistes spécialistes des questions environnementales, n'est pas à sa première initiative. Ce présent enseignement fait suite à ceux déjà donnés sur les mines et les exploitations minières. Et tout à fait autre chose, des élus locaux viennent de bénéficier de 2 jours de formation sur les notions relatives au développement durable. Ce renforcement de capacité doit aboutir à l'élaboration d'un plan local de développement durable, nous dit Eric Goré. Concilier économie dynamique, cohésion sociale et protection de l'environnement, voilà la notion de développement durable prônée par l'Organisation des Nations Unies. Pour faciliter sa mise en œuvre, le gouvernement ivoirien a entrepris de nombreuses réformes institutionnelles et juridiques, dont la loi de juin 2014 qui oriente le développement durable. L'une des dispositions de cette loi est que toutes les collectivités territoriales se dotent d'un plan de développement durable appelé Agenda 21 local. Préalable à l'élaboration de cet agenda, la formation des élus locaux sur les notions relatives au concept. La Direction générale du développement a donc rassemblé pendant 2 jours d'ateliers de formation 25 représentants des conseils régionaux et les 2 districts autonomes pour renforcer leurs capacités. Il est question donc aujourd'hui de donner les rudiments nécessaires, d'informer donc les collectivités pour que ces derniers prennent en compte donc le développement durable dans leurs activités de tous les jours, au niveau de la planification comme au niveau de l'exécution de leurs activités. Au thème de l'atelier, 2 collectivités se sont engagées à réaliser leur agenda 21 local pour l'année 2015. Elles seront soutenues dans leur démarche par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Autre information dans cette édition, les orpailleurs de la région de la Nawa ont décidé de s'organiser en coopérative. Avec cette coopérative, ils entendent se conformer au nouveau code minier pour travailler dans la légalité. Honorine Kakoubla, Anigori. La société coopérative minière de la région de la Nawa, qui vient d'être créée, à Soubré a pour objectif de promouvoir l'exploitation et la commercialisation légale des minerais. Il s'agit de stimuler le développement tout en contribuant à l'amélioration des conditions de vie et de travail des orpailleurs.
Mise sur pied à l'issue d'une assemblée générale, la société coopérative minière dénommée Compagnie minière de la Nawa a pour président du conseil d'administration Youssouf Koulibaly. Pour lui, à travers cette restructuration, il est question de sortir de l'informel en se conformant au nouveau code minier. Les orpailleurs vont aussi payer des taxes à l'État et créer des emplois. Les membres de la compagnie minière de la Nawa se sont engagés dans la voie de leur président à s'impliquer dans des projets à caractère communautaire pour un développement durable de leur région. Les conditions d'accès au Fonds national de la jeunesse FNJ expliquées aux populations de Gonaté dans le département de Daloa. Le conseiller technique du président de la République chargé de la jeunesse, accompagné du directeur du FNJ, ont exhorté la jeunesse de cette localité à se tourner vers l'auto-emploi pour leur insertion économique et sociale. Soro Corona, Chaltatou, RTI Boaké. Le Fonds national de la jeunesse et ses conditions d'accès ont été expliquées à la jeunesse de Gonaté, département de Daloa. Touré Mamadou, conseiller technique chargé de la jeunesse et des sports à la présidence de la République, et le directeur du Fonds national de la jeunesse ont communiqué sur les opportunités qu'offre le Fonds à la jeunesse. Le Fonds a pour objet principal de soutenir toute initiative des jeunes pouvant contribuer à leur insertion socio-économique. Il est, à ce titre, chargé de financer, cofinancer des prêts d'investissement et de trésorerie en faveur des jeunes promoteurs de projets d'insertion. Le Fonds national de la jeunesse, le gouvernement sont prêts pour tous les jeunes de Côte d'Ivoire, particulièrement pour les jeunes de Gonaté qui ont démontré qu'ils pouvaient se rassembler autour de causes publiques, c'est-à-dire le travail, la cohésion sociale. Touré Mamadou a exhorté la jeunesse à la cohésion et à l'union afin de bénéficier du soutien du président de la République pour leur insertion sociale. Il s'agit de mettre ensemble tous ces jeunes qui sont d'ethnies différentes, qui sont de religions différentes, qui sont de partis politiques différents, pour simplement dire qu'au-delà de tous nos clivages, il y a quelque chose d'essentiel, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est ce à quoi le chef de l'État invite l'ensemble des Ivoiriens. L'envoyé du chef de l'État a invité la jeunesse à monter des projets et les soumettre au Fonds national de la jeunesse pour financement. Un don de matériel de salubrité a été remis à la jeunesse de Gonaté pour participer à la propreté de la ville. Le gouvernement ivoirien a relancé le projet d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire depuis 2011. Ce projet a permis la création de plus de 300 emplois à ce jour et nous allons voir les détails avec notre reporter Francis Boafo. Ce jeune illettré avait perdu espoir parce que sans emploi. Mais avec la mise en place du projet d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire, PADECI, il a retrouvé le sourire. C'est un travail qu'il peut comprendre plus facilement. Avec les autres travaux, bon, je n'arrive pas à m'en sortir. À chaque fois quand on vend les poulets de chair, ça ne donne pas beaucoup, mais ça donne au moins 300 à 400 000 comme bénéfice. Comme lui, ils sont nombreux, les jeunes et femmes qui arrivent aujourd'hui à s'occuper et à réaliser des bénéfices grâce au PADECI. À la grâce de la PADECI, j'ai pu vendre, j'ai pu m'occuper de mes enfants. Et puis j'avais des porcs que je n'arrivais pas à les nourrir. Mais par rapport au projet PADECI, j'arrive à les nourrir, j'arrive encore à prendre d'autres poulets et les élever. L'émergence a commencé au niveau des jeunes. Aujourd'hui, moi, quand je analyse que je vais vendre 2000 poulets, vraiment, je dis merci à Alassane Ouattara, je dis merci au gouvernement. Outre la création d'emplois et l'amélioration des revenus des éleveurs, le PADECI vise à assurer la couverture des besoins nationaux en viande et produits d'élevage. Il est financé par l'État à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Sur environ 700 demandes de financement de projets d'élevage, seulement 288 promoteurs ont été installés. Et pour satisfaire l'ensemble des demandes, les responsables du projet recherchent la somme de 6 milliards de francs CFA. L'objectif, c'est d'abord permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en protéines animales, mais nous faisons en sorte que la création d'emplois soit une réalité. Sont concernés par le PADECI les agro-éleveurs, les jeunes, les femmes,
les organisations professionnelles d'éleveurs et les opérateurs de toutes les filières d'élevage. Le projet d'élevage de chacun des promoteurs est financé sous forme de prêts remboursables de 2 à 5 ans selon l'activité. L'apport personnel du promoteur est de 20% du coût global du projet. L'amicale des anciens de l'AEMC vole au secours de l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Cette association islamique a recueilli 12 millions de francs CFA au cours de nuits de bienfaisance. Cet argent va servir à acheter des équipements pour l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Kwasi Mamadou. Au cours d'un dîner gala organisé par les 3A, amicale des anciens de l'AEMC, le premier responsable de cette structure sanitaire, inviter la population à assister les malades. Il peut vaquer à ses préoccupations. Il peut aller au travail, il peut revenir quand il prend le médicament de façon correcte. Et lorsque les médicaments ne font pas défaut, on ne peut même pas savoir que c'est un malade mental. La maladie mentale, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est le thème de cette 5e nuit de bienfaisance des 3A. Les fonds recueillis estimés à environ 10 millions de francs CFA seront destinés à cette formation sanitaire. Donc, moralement, nous ne pourrions admettre que certains parmi nous soient marginalisés. Et nous venons donc accomplir ce devoir-là de restauration de la dignité humaine pour rechercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au cours de cette nuit, les anciens de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire ont fait parler leur cœur, et ce, à travers l'achat d'articles et des dons. Tous les invités ont exprimé leur solidarité à l'endroit des pensionnaires de l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Le parrain de cette nuit, Sidi Touré, chef de cabinet du président de la République, a salué cet élan de solidarité. Il a promis être l'ambassadeur de cette structure. Je me ferai fort d'être le porte-parole à partir d'aujourd'hui de cette cause auprès des plus hautes autorités, en déjà m'engageant personnellement avant de requérir la solidarité d'autres personnes, vivement. Les fonds recueillis lors des précédentes nuits de bienfaisance ont permis la prise en charge des enfants vulnérables et l'assistance des malades de la lèpre de l'Institut Raouf Leroux d'Azopé. La direction régionale des impôts du Bunkadi a initié une campagne d'information et de sensibilisation sur le paiement de l'impôt. Il s'est agi d'inviter les propriétaires fonciers à cultiver un comportement citoyen en payant leurs impôts. Thérèse Tapeyoboué. L'impôt foncier constitue l'impôt phare dans la région du Bunkani. Cela se justifie par le nombre de propriétaires fonciers estimé à 986 sur un total de contribuables qui est de 1236 et les émissions qui se chiffrent à 75 millions de francs CFA. En vue de permettre à l'impôt foncier de jouer pleinement un rôle moteur dans le décollage économique de la région du Bunkani, le directeur régional des impôts a appelé tous les contribuables, surtout les propriétaires fonciers, à cultiver un comportement citoyen en déclarant leur terrain nu ou bâti, leur maison louée ou habitée. L'impôt foncier, à travers le fichier des contribuables assujettis et même à travers le montant des émissions que nous recevons chaque année, s'avère l'impôt phare de la région. C'est pour cela donc que nous menons cette campagne parce que les faibles niveaux de recouvrement de cet impôt impactent négativement nos réalisations. Le secrétaire général 1 de la préfecture de Bouna, Charles Dogo Kofi, a salué la direction régionale des impôts du Gontougo et du Bunkani pour cette initiative, soulignant l'importance de l'impôt. Il a exhorté les propriétaires fonciers à s'acquitter de leurs impôts afin de permettre à l'État de Côte d'Ivoire, à travers les collectivités territoriales, d'amorcer le développement de la région du Bunkani. Hors de la Côte d'Ivoire, l'Asie du Sud-Est subit une mousson particulièrement importante cette année. La Thaïlande et la Malaisie sont frappées par de fortes inondations qui ont causé 13 morts en Thaïlande et 5 morts en Malaisie. Alexis Wedraogo. En Thaïlande, les services de la prévention des désastres naturels ont inscrit 8 provinces du sud du pays en zone sinistrée. Les fortes pluies et les inondations qui ont suivi ont fait 13 morts depuis la mi-décembre. Des dizaines de milliers de maisons ont été détruites et plus de 8000 personnes évacuées. Au moins 5 personnes ont été tuées dans ces inondations ce vendredi, les pires depuis des décennies dans le nord-est de la Malaisie. Plus de 100 000 personnes ont été évacuées par les autorités dans 5 États nord du pays. Les services météorologiques malaisiens annoncent de nouvelles pluies diluviennes dans des régions du sud jusqu'ici épargnées. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur RTI 1.
à 20h.